Chers étudiantes et étudiants athlètes, chers entraîneurs, bénévoles, officiels, professeurs et à toute la communauté du RSEQ, bonsoir et bienvenue à cette émission bien spéciale. Alors, je me présente, Annie Pelletier, je suis directrice des communications et des partenariats à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec et très heureuse, très fière de co-animer cette émission où on aura juste des bonnes nouvelles à annoncer. Parlant de bonnes nouvelles, la première, eh bien, c'est mon co-animateur, donc Mathieu Proulx, ancien maraudeur des Alouettes de Montréal. Il a sur le cœur tatoué le rouge et or, on le sait. On le sait depuis très longtemps. Il a remporté 2 Coupes Vanier et tu as été un étudiant athlète vraiment émérite là, pendant tout, pendant tout ton parcours. Mais j'étais étudiant athlète, un bon étudiant athlète. Merci Annie de m'inviter encore une fois à co-animer avec toi. Je suis super content de faire ça ce soir et de reconnaître l'excellence chez nos jeunes étudiants athlètes. Alors, de mon côté, je suis aussi une ancienne étudiante athlète en plongeon. Donc, j'ai été appuyée par la Fondation de l'athlète d'excellence en 1995. J'ai reçu une première bourse. Et donc, mine de rien, la Fondation existe depuis 37 ans cette année. Et à la fin de l'année 2021, on va pouvoir annoncer qu'on a remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à près de 525 étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec qui pratiquent un sport collégial, universitaire, olympique ou paralympique. Oui, puis ce qui est incroyable avec la Fondation, c'est qu'on le sait qu'on remet beaucoup de bourses depuis plusieurs années, mais depuis quelques années maintenant, on aide et on accompagne les étudiants à travers leur parcours, à l'extérieur de la surface de jeu, sur les terrains de jeu et également pour leur transition d'après-carrière, un moment qui est si important pour eux. Alors voilà, chers boursières et boursiers de la FAQ, c'est à quoi vous avez droit à partir de maintenant, et ce, pour toujours. Donc, écrivez-nous, n'hésitez pas, à info@commercialfaeq.com. Et selon vos besoins, vos interrogations, nous allons rediriger votre courriel à Alison Francion, chargée de projet service aux étudiants athlètes, ou à Sophie Brassard, qui est notre conseillère en orientation scolaire et professionnelle, mes 2 collègues à la FAQ. Comme on le sait, la saison sportive de l'automne 2020 et hiver 2021 a été annulée en raison de cette maudite pandémie. Donc, on n'a pas pu avoir d'action, mais on est de retour tranquillement avec plusieurs saisons qui se déroulent cet automne. Et à la Fondation, généralement, ce temps-ci de la saison, on est en train de remettre des trophées pour des performances exceptionnelles. On ne peut pas faire ça. Généralement, on remet des trophées pour l'excellence académique, l'excellence individuelle, sport d'équipe, sport individuel. Mais comme il n'y a pas eu de saison, il n'y a pas de trophée. Mais on peut quand même donner des bourses aujourd'hui de recrutement au niveau collégial et universitaire. Alors que les saisons ont quand même eu lieu cet automne, on peut quand même reconnaître quelques performances exceptionnelles, dont les Cheetahs du Collège Vanier qui ont été déclarées championnes canadiennes en soccer féminin et champions également du bol d'or en football Division 1. Et au niveau universitaire, les Carabins de l'Université de Montréal qui ont été décrétés champions canadiens en soccer masculin et le Rouge et Or de l'Université Laval qui a remporté les honneurs au cross-country féminin et masculin. Bon, tout ça, ça nous met dans l'action. On écoute cette petite vidéo.
Wow, quelles belles images. Hein? Ça donne quasiment le goût de se remettre en forme. Let's go, let's go! Donc, Mathieu et moi, nous sommes très heureux de pouvoir là, dévoiler vraiment les noms. Donc, on parlait de bonnes nouvelles. Bien là, on commence. Alors, les premiers boursiers, c'est recrutement collégial. Alors, ils sont au nombre de 20. Ils vont se partager une bourse de 3 000 $. Donc, ils auront 1 000 $ par année pendant 3 ans. Et du côté universitaire recrutement, on aura 26 boursiers qui recevront une bourse de 10 000 $ sur 5 ans, donc à raison de 2 000 $ par année. Commençons avec les 20 boursiers collégiaux de 1 000 $ en 2021. On commence tout ça avec le football, avec Ryan Fadlala en sciences nature au Cégep du Vieux-Montréal et Samuel Tremblay, également en sciences nature du campus Notre-Dame-de-Foy. On poursuit en hockey avec Olivier Houde en sciences humaines, Cégep de Sainte-Foy, Noémie Fontaine en sciences nature, Cégep Limoilou et Catherine Proulx, sciences humaines, Collège Champlain-Lennoxville. Maintenant, en soccer, Amélie Baudet-Godette en sciences pures et appliquées au Collège Champlain-Saint-Lambert, Mélodie Lavigueur en technique juridique au Cégep Garneau et Audrey Robert en sciences nature du Collège à Huntsic. Toujours en soccer, Antoine Massoud de sciences pures et appliquées du Collège Champlain-Saint-Lambert et Alexandre Marcoux, sciences humaines, Collège Montmorency. Je suis en compagnie de Dwayne John, qui est coordonnateur service des sports au Collège de Montmorency. Bonjour, Dwayne. Bonjour, Annie. Merci beaucoup de te prêter au jeu aujourd'hui. D'abord, quel est le rôle d'un coordonnateur service des sports? Comme coordonnateur au sport, je fais beaucoup de choses. Je suis un peu un gestionnaire humain et administratif, si je peux le dire ainsi. Donc, du côté financier de la chose, c'est s'assurer avec les budgets qui sont octroyés de voir comment on peut maximiser tout ce qui est mis en place, d'embaucher des entraîneurs, de faire l'achat d'équipements. Puis également, du côté humain, bien oui, il y a l'embauche d'entraîneurs, mais également toute l'expérience, là, dans le fond, des étudiants athlètes qui viennent chez nous, de voir comment on peut bonifier, que ce soit leur encadrement au quotidien dans la journée ou les soirs et fins de semaine quand il y a des parties, de rendre ça le plus grandiose possible. Quels ont été les défis, là, justement, par rapport à la pandémie au niveau du RSEQ secteur collégial? C'est sûr que la fin du sport, d'une certaine manière, pendant un certain temps, pour eux, c'était beaucoup de démotivation. Donc, on le sait qu'ils passent beaucoup de temps à l'école. Là, ils n'étaient plus à l'école. Le sport, ça n'existait plus. C'est tout leur réseau social un peu qui est là. Donc, beaucoup de démotivation par rapport à l'école. On en a parlé longuement, là, tout ce qui est en lien avec la santé mentale, dans le fond, de ces étudiants athlètes-là. Donc, ça, c'était un très gros bout en lien avec la perte de repères là, pendant la pandémie. Quelles sont les initiatives qui sont sorties de cette période-là? Je pense qu'on a dû se réinventer dans beaucoup de sphères. Et nous, justement, on a regardé de se dire, bien, ces étudiants athlètes-là qui n'ont plus de sport, qu'est-ce qu'ils sont? Bien, c'est des étudiants athlètes. Oui, il y a l'aspect école, mais c'est également des personnes à la base. Donc, de revoir puis se recentrer sur comment on peut les accompagner dans leur développement personnel, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte qu'ils puissent continuer leur bout de chemin, qu'ils puissent apprendre à se connaître davantage. Donc, au Réseau du sport étudiant du Québec, il y a eu la mise en place de 4 chantiers. Donc, l'inclusion des communautés LGBTQ, la participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle, le racisme et également la place des femmes dans le sport. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les derniers mois par rapport à ces 4 chantiers-là. Également, au niveau collégial, l'enjeu du racisme a pris une place importante où est-ce qu'on a eu des conférences, des discussions avec la participation de plus de 100 personnes du secteur collégial. Donc, de voir et de comprendre et d'échanger entre nous, ça a permis à plusieurs acteurs de comprendre un petit peu mieux puis de voir comment ils pouvaient être des acteurs de changement également sur cet enjeu-là spécifiquement. Et finalement, je dirais, on a mis en place un portail de web-diffusion, donc le RSEQ.direct, un portail où est-ce qu'on a centralisé pour toutes les ligues provinciales du niveau collégial en un endroit où est-ce que les gens, les spectateurs, les amis, la famille peuvent aller voir, dans le fond, les performances et les équipes de niveau de ligue provinciale. En quoi le RSEQ collégial est vraiment une destination de choix pour les athlètes et étudiants qui sortent du secondaire? Mais je pense que le niveau de compétition il est relevé. Donc, de voir des entraîneurs qui sont passionnés, qui mettent beaucoup de temps pour faire en sorte que ces étudiants-là d'âge collégial puissent performer, puissent s'améliorer, puissent se développer. Parce que le collégial, c'est un tremplin du niveau pédagogique, mais également au niveau sportif. C'est un tremplin vers un prochain niveau. Ça peut être le tremplin vers le marché du travail du côté pédagogique. Donc, je pense que le niveau de compétition, c'est quelque chose. Également,
tout l'accompagnement qui se fait. Donc, on a parlé du côté individuel, le développement de la personne, mais également du côté de la réussite académique. Donc, ils deviennent finalement des étudiants athlètes, c'est de l'enseignement supérieur. Donc, de voir tout ce qui est mis autour d'eux pour faire en sorte qu'ils puissent se découvrir, trouver leur voie sur qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, ils souhaitent tous être des athlètes professionnels dans leur discipline, mais il y a un après ça, et on commence déjà à le préparer au niveau collégial. Donc, des soirées comme aujourd'hui, ça fait en sorte que c'est le coup de pouce qu'ils ont besoin, là. Donc, les bourses de la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec, bien, c'est également un incitatif à se dire, bien, on va venir jouer et étudier au niveau collégial québécois. Très heureuse d'entendre ça. En terminant, si tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner à des étudiants athlètes recrues, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que c'est de prendre le temps de se connaître. Donc, on pense souvent, puis le vieil adage dit, le gazon, il est plus vert chez le voisin. Mais c'est de savoir qu'au Québec, justement, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent mettre en place des choses incroyables pour eux ici. Donc, d'apprendre à se connaître, de venir poser des questions, de savoir qu'est-ce qui s'offre dans leur cours d'une certaine manière, parce qu'il y a un travail fabuleux qui se fait au Québec là, pour que les étudiants passent du niveau secondaire, collégial et possiblement par la suite universitaire. Mais t'en fais partie. Félicitations, Dwayne. Merci. Merci bien. On poursuit avec les bourses en recrutement collégial basketball avec Sofiane Bouffard en sciences humaines au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Niadi Guérard en sciences humaines au cégep de Sainte-Foy, Christine Géraldo en sciences environnementales du collège Dawson et Aurel Carl Ntaïn Douroy en sciences humaines du collège Montmorency. Toujours en basketball, Freud Ansley Saint-Félix en sciences humaines, collège Montmorency, Aviana Vida Thompson en sciences humaines, collège Vanier et Omar Miguel Hill Belgique en sciences natures du collège Jean Brébeuf. Je suis en compagnie d'Alexandre Marcoux, boursier recrutement collégial, 3 000 de bourse, donc 1 000 par année. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Annie. Alors, toi, tu pratiques le Soccer. depuis combien de temps? Depuis maintenant 12 ans à peu près. 12 ans. Et comment tu vas utiliser cette bourse-là de 3 000 le étalée 1000 sur 3 ans, on s'entend. Tu n'as pas un premier chèque de 3 000 là. Je vais probablement l'utiliser pour ma pension, parce que je suis en pension à Laval depuis mon secondaire 3. Donc, ça va m'aider à couvrir une petite partie de ma pension. Puis également les déplacements que je fais entre ma ville natale et ma pension. Donc, c'est sûr que ça va m'aider un petit peu à couvrir ces frais-là. Et l'équipement aussi, j'imagine, un peu? Oui, l'équipement de soccer, c'est sûr. Les crampons, les pads, puis les saisons de soccer aussi. Qui sont assez dispendieuses. Hey, 12 ans de soccer, comment ça enrichit ta vie, ça, ce sport-là? Ce sport-là, il m'a accompagné toute ma vie. Ça m'a permis de prendre beaucoup en maturité quand je suis parti de ma maison. Ça paraît. Je te le confirme. Puis c'est un sport qui m'a permis de voyager un peu partout dans le monde, dans d'autres pays, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis. Puis c'est un sport qui m'a vraiment fait grandir en tant que personne. Quelles sont tes forces, justement, sur un terrain de soccer? Et aussi, qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour la prochaine saison? Mes forces sur un terrain de soccer sont principalement ma finition. J'ai une très bonne finition du pied droit, du pied gauche, puis de la tête. Je suis aussi un bon leader pour le groupe. J'amène le groupe vers le haut puis vers l'avant. Puis mes points à améliorer, c'est mon côté physique. Donc, j'aimerais prendre un petit peu de masse, un petit peu de rapidité puis d'agilité. Un peu de masse, mais en soccer, habituellement, elles ne sont pas si bâties, les gars. Ils sont pas si bâtis, mais souvent, je joue contre des grands défenseurs, des grands assez musclés. Donc, c'est sûr que j'aimerais prendre un petit peu de masse. C'est un peu mon objectif pendant la saison d'hiver. Et dis-moi, tu as été nommé recrue de l'année, Division 1 en soccer masculin. Félicitations. Merci beaucoup. Et quels sont donc tes objectifs à court terme, mais aussi à long terme? À court terme, c'est sûr que dès l'année prochaine, avec le Collège Montmorency, j'aimerais qu'on retourne au championnat canadien pour cette fois-ci le remporter. Oui. Dans la fois, vous avez fini... On a fini 4e au championnat canadien. Donc, sur l'année prochaine, j'aimerais ça le gagner. Puis, à court terme, au niveau civil, j'aimerais intégrer l'équipe de première ligue de soccer du Québec avec le CS Monteuil, AS Laval maintenant. OK. Puis, les Jeux du Canada l'été prochain avec les équipes du Québec. Là, en ce moment, tu étudies en sciences humaines au Collège Montmorency pour encore quelques années. Oui, bien dans le fond, je suis en sciences humaines cette année, je vais finir mon année, puis l'année prochaine, je vais changer pour une technique de physiothérapie. OK. Pour ensuite poursuivre à l'université en physiothérapie également. Donc, rester dans ton après-carrière sportive, rester dans le monde du sport. Oui, exact. Je vais continuer dans le monde du sport. Toujours quelque chose qui m'intéressait, les blessures, le fonctionnement du corps humain. Donc, c'est sûr que je vais continuer dans ça plus tard. Et en terminant, si tu avais une baguette magique, là, puis qu'on pourrait te faire réaliser un rêve, là, ton rêve le plus fou en soccer, ce serait quoi? Mon rêve le plus fou, c'est vraiment de signer un contrat pro, de pouvoir gagner ma vie en jouant au soccer. Quelle équipe? Quelle équipe?
probablement Real Madrid ou Barcelone. OK. Les deux équipes un peu type, mais c'est mes équipes préférées. Donc, Et ouais, avec c'est ça. quel joueur t'aimerais jouer? J'aimerais beaucoup jouer avec Ronaldo. Ouais, Pour hein? son éthique de travail, comment il est, puis c'est un joueur modèle à suivre. Bon, te le souhaite. Il faut croire en ses rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette entrevue. Maintenant, recrutement collégial volleyball. Des bourses sont remises à Béatrice Dubreuil en sciences nature du cégep Édouard Montpetit, Florence Lapointe en sciences humaines du cégep de Jonquière et Marc-Antoine Fortin en sciences nature du cégep Limoilou. Passons maintenant au volet universitaire, alors que ce soir, Mathieu, il y a 26 bourses de 10 000 qui seront octroyées sur une période de 5 ans. Donc, chaque récipiendaire recevra un montant de 2 000 Et on commence avec le football. Charles-Élie Allary Tardif en intervention sportive de l'Université Laval, Go Laval Go. Et également Gabriel Royer en Sport Studies de l'Université Bishops. Maintenant, en volleyball, les 4 sont de l'Université de Sherbrooke. Donc, bravo à Jonathan Portelance, enseignement de l'éducation physique, Danae Vaillancourt en biochimie de la santé, Sophie Tremblay, étudiant en communication, et Julien Vanier en multidisciplinaire. Maintenant, en hockey, Justin Bergeron de l'UQTR en administration des affaires. Également en administration des affaires, Ariane Julien de l'Université Concordia et Amélie Poiré-Lehoux en ergothérapie de l'Université de Montréal. On poursuit en hockey. Les 3 prochaines sont de l'Université Concordia. Donc, Chloé Gendreau en sciences environnementales, Émilie Lavoie en sciences de l'exercice et Zoé Thibault en finance. C'est un réel plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 excellentes hockeyeuses et maintenant entraîneur du côté de Caroline Ouellette, que vous reconnaissez, entraîneur-chef maintenant de l'Université Concordia des Stingers et également, vous le savez, 4 fois médaillé d'or olympique, 6 fois médaillé d'or au championnat mondial. Je vais arrêter là parce qu'on passerait l'entrevue complète à faire partie de tes faits d'âme. Récemment, Kim Saint-Pierre, ta collègue, a été intronisée au Temple de la Renommée. Tu as été intronisée au Panthéon du sport du Québec. Qu'est-ce que ça fait, ces reconnaissances-là, pour le hockey féminin? C'était des très beaux moments. J'ai eu la chance de vivre l'intronisation avec Kim à Toronto. Puis je pense que quand on commence notre sport, on est passionné. On pense pas un jour que des reconnaissances comme ça vont arriver. Donc, je pense à Kim qui a tellement mérité de tel honneur. Elle a eu un parcours rempli d'adversité. Elle a été retranchée d'équipe Québec, équipe Canada, puis pour devenir la meilleure gardienne de l'histoire de notre sport. Donc, je pense que c'est un beau modèle, beaucoup d'inspiration, même pour moi dans ma carrière. Donc, d'avoir pu vivre ça avec elle, c'était quelque chose de très magique. Pour ce qui est du statut du hockey féminin, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire dans un avenir rapproché pour s'assurer d'inspirer les jeunes filles à s'intéresser à notre sport, à l'essayer, convaincre les parents que c'est un sport pour leurs filles. On sait qu'au Canada, il y a une fille pour 5 garçons qui pratiquent le hockey. Donc, pour moi, je pense que c'est un peu devenu une mission de vie de m'assurer de créer des programmes qui inspirent les jeunes filles à pratiquer et à essayer le hockey. Mais parlant de jeunes filles inspirées, peut-être on peut parler de Zoé Thibault. Zoé, tu es la fille de Jocelyn Thibault qui est sur le comité sur l'avenir du hockey au Québec et qui également a une illustre carrière, beaucoup de rôles. Je ne partirai pas non plus sur son palmarès à lui, mais Zoé, tu as des modèles comme ça, Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des modèles comme ça pour des jeunes filles et des jeunes hockeyeuses? Je trouve que c'est vraiment le fun de les voir s'impliquer au niveau du hockey féminin, puis vraiment de faire connaître le sport à plus de jeunes filles. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Si on regarde justement le choix que tu as fait d'aller jouer avec les Stingers, tu as reçu plusieurs offres aux États-Unis, plusieurs aimeraient peut-être poursuivre ce parcours-là qui semble alléchant, mais tu as décidé de rester ici au Québec. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de rester ici? Bien, premièrement, j'avais eu 1 an de plus de hockey si je restais ici. Fait que pour moi, c'était important d'allonger le plus possible. Puis aussi, je trouvais que le calibre, je trouve que maintenant, il se ressemble vraiment beaucoup. Fait que pour moi, je trouvais que c'était une bonne idée de rester ici. Caroline, tu semblais dire vouloir quelque chose. Et quand tu regardes les jeunes qui s'exodent ou qui quittent le Québec, qu'est-ce qu'ils devraient savoir pour rester ici, justement, pour jouer leur hockey au Québec? Je pense qu'on a beaucoup rattrapé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, présentement, le calibre est
très similaire. D'ailleurs, dans les 5 dernières années, avant la pandémie, notre fiche contre des équipes de la NCAA universitaire était à 500. Puis dans ces équipes-là, on a joué plusieurs équipes qui étaient dans le top 10 aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a encore cette mentalité qui est encore lente à changer pour certains parents, que c'est mieux parce que c'est les États-Unis. Mais je pense qu'on a réussi dans les dernières années, avec toutes nos équipes universitaires du RSEQ, à garder d'excellentes joueuses au Québec. Plusieurs d'entre elles ont été invitées à des camps de l'équipe canadienne de développement, l'équipe senior. Donc, je pense que ça prouve qu'on a fait beaucoup de chemin. Puis, tous les matchs sont vraiment compétitifs dans notre division. Ça peut vraiment aller d'un côté puis de l'autre. Puis c'est en gardant des joueuses comme Zoé, des joueuses qui sont dédiées à être la meilleure possible hors glace et sur glace, qu'on continue à améliorer le calibre puis à créer de meilleures opportunités pour nos athlètes. Parlant d'exceller hors glace, évidemment, tu es étudiante, athlète d'abord. En quoi tu étudies? Puis justement, qu'est-ce que les études ont motivé comme choix aussi? Parce que choisir une équipe de hockey, c'est aussi choisir un programme d'études. Oui, dans le fond, moi, je suis à l'école des business, John Molson. Okay. Puis j'étais en sciences au cégep, mais j'ai décidé de changer. Puis j'aime vraiment ça à date. Fait que c'est le parcours universitaire que tu vas poursuivre pour les prochaines années. Oui, j'aime bien ça. Qu'est-ce que ça fait pour toi de recevoir l'appui de la Fondation de l'athlète d'excellence pour avoir des bourses pour t'aider dans ton parcours? Bien, pour moi, c'est vraiment une belle récompense. Puis Ça t'aide, dans le fond, dans le parcours, puis de t'aider à financer, en fait, les différents projets. Parce que est-ce que ça coûte cher à jouer au hockey universitaire comme ça? Ben oui, c'est sûr que oui. Puis ça me permet de me concentrer sur mon entraînement, ma préparation l'été. Fait que ça aide dans ce sens-là. Tu as été boursière également, Caroline. Comment ça t'a aidé, toi, dans ton parcours? Oui, absolument. Je pense que la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec nous aide souvent dans un moment de nos carrières où on est en train de percer, on est encore aux études. C'est plus difficile de concilier le travail avec les études. Donc, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur notre sport puis d'aspirer au prochain niveau. Donc, dans le cas de Zoé ou plusieurs de nos athlètes, bien, ça leur permet vraiment de se concentrer davantage sur leur entraînement, sur leurs études. Puis, on est très fiers parce que dans l'équipe, on a des notes qui sont vraiment exceptionnelles. Plusieurs de nos athlètes ont des reconnaissances académiques, ce qui nous rend très fiers. Absolument, parce que c'est d'abord et avant tout, je répète, des étudiantes athlètes. Et à écouter, Caroline, tu es une solide athlète. Fait qu'on a hâte de suivre ton parcours, Zoé. Félicitations pour la bourse. Merci. Bravo, Caroline, pour tous tes accomplissements. Merci. Et on vous souhaite une excellente saison cette année. Merci. De retour avec nos boursiers recrutement en soccer, Bilal Bouchmela, sciences informatiques, Université McGill, Kelly Quentin, psychologie, Université de Montréal, Émile Legault, génie industriel, Université de Montréal également, et Mathilde Rousseau, en médecine, Université Laval. Et on poursuit maintenant en athlétisme et cross-country avec Rosalie Couturier, qui est en relations industrielles à l'Université Laval. En natation, Kaylin McMurray, en biologie de l'Université McGill. En rugby, Laura Gay, en criminologie de l'Université Laval. Et en rugby, Laurie Isard, qui étudie en biologie à l'Université Laval. La Fondation de l'athlète d'excellence offre des bourses Leadership Gildan depuis plusieurs années, Mathieu, d'un montant de 2 000 $ et ces bourses sont octroyées principalement aux étudiantes et étudiants athlètes qui se démarquent vraiment à 3 niveaux. Donc, au niveau du sport, au niveau académique et aussi dans leur engagement communautaire parce qu'ils veulent vraiment, avec passion, faire une réelle différence dans leur milieu. On regarde maintenant les récipiendaires issus de 5 universités différentes et on débute avec Emma Bergeron en volleyball qui étudie au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke. Marie-Pierre Champagne en basketball, étudiante au doctorat en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. Marie-Ca Labrec en hockey au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire de l'Université McGill. On poursuit avec Félix Leadhead en cheerleading au doctorat en médecine de l'Université de Montréal. Et finalement, Nelly Owusu en basketball qui étudie au baccalauréat en études de l'enfant de l'Université Concordia. Alors maintenant, j'ai le bonheur et le privilège de pouvoir m'entretenir avec Félix Leadhead, qui est athlète en cheerleading, qui fait son doctorat en médecine et qui appuie énormément de causes. Allez voir, c'est très, très inspirant et impressionnant. Donc, Félix, bonjour. Bonjour. Donc, tu as mérité une des 5 bourses Leadership Gildan de 2 000 $. C'était en juin dernier. Et on tenait justement à faire un petit clin d'œil à ces bourses-là parce qu'évidemment, vous, boursiers Leadership, vous performez autant sur les bancs d'école que dans le sport, que dans vos implications communautaires. Vous êtes très, très,
très engagé. Et j'aimerais que tu me parles t'en as 3, toi. 3 principales, entre autres choses que tu fais. Donc, Swap the World. Qu'est-ce que c'est et quel est ton rôle exactement? Oui, donc Swap the World, ça a été une de mes premières implications. C'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe, dans le fond, qui a pour mission de faire valoir puis de faire connaître le don de cellules souches, qui est comme une sous-branche d'Emma Québec, un peu moins connu que le don de sang. Le don de cellules souches, en fait, c'est souvent notre dernier traitement qu'on a à offrir aux patients atteints du cancer du sang ou d'une leucémie. C'est des synonymes. Puis souvent, ça peut être le traitement entre la vie et la mort pour ces patients-là. C'est la dernière ligne, c'est la dernière offre qu'on a à leur donner. Puis c'est un don ou une sous-branche d'Emma Québec qui est très peu connue. Donc, pour Swap the World, je suis ambassadeur. Oui. Donc, dans le fond, j'en parle dans des conférences, que ce soit au niveau des classes au cégep. J'en ai parlé à l'ANSIC, entre autres. J'ai créé mes propres conférences avec les Carabins de l'Université de Montréal. J'ai fait des conférences avec mon équipe de cheerleading. J'ai fait des conférences à l'Université de Montréal dans des programmes aussi universitaires, dont nutrition, entre autres. Puis c'est ça, à travers tout ça, on essaie de faire valoir le don de cellules souches parce que comment que ça fonctionne, grosso modo, c'est... Oui. Si moi, je voulais y aller, là, comment on fait ça brièvement? Brièvement, c'est tout simplement qu'on enlève les cellules malades de la moelle osseuse du patient. OK. On les éradique. Il faut les remplacer par des cellules saines qui proviennent du donneur en santé. Puis pour ce faire, il faut vraiment un match génétique quasi complet, là, quasiment le même code génétique. Puis non seulement avoir un match, c'est excessivement difficile, mais si le registre n'est pas assez développé puis il n'y a pas assez de gens qui sont courants de tout ça, bien, ça rend la chose encore plus difficile de trouver un donneur compatible. Donc, c'est un traitement qui peut être très curatif pour le cancer, complètement l'éradiquer, mais qui est très peu connu. Puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'en parle dès que j'ai l'opportunité. Et comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Dis-moi, pendant la pandémie, tu as vraiment été appelée à aller sur la ligne de front, comme plusieurs, donc à titre de préposé aux bénéficiaires. Et tu étais toute jeune. Donc, ça a été une première incursion, je pense, avec tes patients qui a été très, très marquante. Oui, effectivement, avec mon programme de médecine, j'avais déjà quelques formations qui étaient un prérequis pour être préposé aux bénéficiaires. Puis à partir de là, j'ai comme terminé ma formation en une demi-journée, qui m'ont fait ça rapido presto. Puis après ça, ils m'ont associé à un CHSLD, ils m'ont envoyé là. Je suis arrivé, puis on était supposé être 5, puis j'étais supposé être jumelé à un préposé plus senior qui allait me montrer comment ça fonctionnait. Évidemment, il n'était pas là, il était tombé malade de la COVID, entre autres. Puis on était juste 2 sur tout notre étage pour 36 patients. Donc, je me suis ramassé un peu dans ma section, toute seule, comme préposé, pour 18 patients. Mon premier patient m'a pris 1 heure pour que je fasse tout en bonne et due forme, puis il m'en restait 17 en 7 heures, en fait. Donc, j'ai pas eu le temps de finir. Ça a été une expérience marquée de haut et de bas. Je dirais qu'il n'y a jamais eu de neutre. Soit que c'était des moments que je vais me rappeler toute ma vie, des patients qui m'ont marqué vraiment du côté positif. Puis il y a eu d'autres scénarios où c'était tout simplement inhumain, ce qui se passait. Puis ça vient de chercher aussi parce que ça nous met dans une espèce de dilemme éthique où on ne sait plus si ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Si on ne sait plus si ce qu'on fait, c'est vraiment aider les patients. Puis, il y avait des journées où j'avais pas le temps de voir tous les patients, donc il y en avait que j'avais tout simplement pas le temps de changer ou que je changeais une seule fois pendant la journée. Puis si c'était juste avant qu'ils aillent aux toilettes, ben je pouvais pas retourner après. Ça fait arriver chez nous après ça, je peux même pas compter sur les doigts de ma main les journées où je suis arrivé en larmes, il y en a juste trop. Mais à toutes les fois, la journée d'après, ça me donnait juste plus de motivation d'y retourner parce que je me suis dit, je peux pas laisser ces gens-là comme ça toute seule. Ils ont besoin d'aide, faut que je sois là. Bravo, c'est touchant. C'est ça ma question, dans le fond, j'allais te poser. Est-ce que ça t'a remis en question pour ta passion pour la médecine? Mais là, tu me fais comprendre qu'au contraire, tu as sûrement été déchiré, mais tu avais une motivation supplémentaire de retourner le lendemain matin pour essayer de faire une différence. Oui. Je pense que ça n'a pas nuit à ma motivation vers la médecine, pas du tout. Encore au contraire, comme tu l'as si bien dit, ça m'a motivé davantage. C'est sûr que ça a remis beaucoup de mes valeurs et mes fondements de l'humanité en doute, en question. C'est des situations qu'on ne s'imagine pas quand on se couche le soir, quand on pense à notre vie à tous les jours. Il faut vraiment être dans le feu de l'action pour les voir. Puis honnêtement, ça l'a agrandi, si j'en avais pas déjà énormément, tout le respect pour le personnel hospitalier qui était là pendant cette pandémie-là, qui sont battus corps et âme, qui ont donné tout leur jus, leur sang, leur sueur à tous les jours à tous ces patients-là, parce que du concierge qui nettoyait l'hôpital aux médecins qui traitaient les patients, ils ont tous été aussi importants, ils ont tous eu un rôle à jouer primordial dans cette situation qu'on a vécue à l'échelle mondiale. Mon respect est à jamais quintuplé, voire j'ai pas de mots pour exprimer à quel point j'ai du respect et de la reconnaissance pour tous ces gens-là. Je comprends.
Je comprends. Dis-moi, comme si c'était pas assez, bien, il y a le cyclo-défi aussi dans lequel tu t'impliques. Donc, tu t'entraînes, tu étudies pour devenir docteur, tu es impliqué dans plein de causes, puis cyclo-défi, tu as parcouru énormément de kilomètres à vélo pour... je te laisse expliquer pourquoi, dans le fond. Le cyclo-défi, c'est comme mon petit enfant de cet été. J'ai commencé il y a plusieurs années en tant que simple cycliste. C'est un projet qui a été amorcé par des étudiants en médecine. Puis ça peut rester dans cette optique-là. Donc, quand je suis rentré en médecine, j'ai vu qu'il y avait ce défi-là. J'étais un gars sportif, j'aimais ça faire du vélo, je me suis inscrit. Puis j'ai parcouru 150 km à vélo. 150, comme ça, là? Oui, en une journée. Je me suis entraîné un peu quand même, là, mais ouais, fait que ça a été ça. Puis c'était dans le but d'amasser des fonds pour un organisme qui, à l'époque, était la Ruelle animée. Ensuite, l'année consécutive, l'année d'après, j'ai été approché pour faire partie du comité organisateur. On a commencé à l'organiser, mais là, la pandémie a frappé. On s'est fait un peu tirer le tapis en dessous des pieds. On n'a pas pu compléter le projet parce que, avec les normes de sanitaire, ça n'a pas pu être possible. Puis l'année d'après, dans le fond, qui était l'année passée, tous ceux qui organisaient le projet étaient rendus... Ils avaient fini leur doctorat, ils n'étaient plus vraiment dans le programme de médecine, ils étaient rendus docteur, patron ailleurs. Donc, il n'y avait plus vraiment quelqu'un pour prendre le projet en charge. Puis c'est un peu moi qui, arrivé la date où d'habitude on commence à l'organiser, je me suis rendu compte, hey, il n'y a pas de cyclo-défi cette année, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai contacté les gens autour de moi, puis on m'a dit qu'il y avait juste personne qui avait repris le projet en main. Fait que là, tu as levé la main, tu as dit, moi, je vais le faire, moi, j'ai du temps. J'ai plein de temps, je peux faire ça. Fait que j'ai repris le projet, on l'a rebâti, on l'a refait à notre façon, COVID-proof. Puis ça a été une année record cette année-là. On a amassé de 22 à 23 000 $, je ne me rappelle plus, pour le Grand Chemin, dans le fond, qui est un organisme qui aide les jeunes aux prises aux dépendances, dont la cyberdépendance. Puis ils ont eu un appel phénoménal pendant la pandémie parce que ça n'a pas été facile sur nos jeunes. Puis j'ai encore une fois participé en tant que cycliste en plus. Là, j'ai fait le 150 km. 150 km? En plus de l'organiser. Ouais. Tu sais qu'on a le défi 808 Bonneville, hein, où c'est la Fondation qui amasse des fonds pour la Fondation. Donc, pour nous permettre de remettre encore plus de bourses, nous aussi, on fait pédaler notre monde. Bon, je vais peut-être pédaler avec vous bientôt. Bien, on prend ça en note. C'est enregistré, justement. En terminant, dis-moi pourquoi tu fais tout ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que ça t'apporte? Honnêtement, la réponse facile, c'est parce que j'aime ça. Tout simplement, pour moi, c'est... J'ai pas besoin de plus que ça pour être heureux. D'avoir la reconnaissance des gens autour de moi, puis juste du monde qui sont contents que je sois là, puis que je fasse ça pour eux, c'est suffisant. Puis c'est drôle à dire, ma mère me l'a souvent posé cette question-là, comme elle me voit courir à la maison, tout bord, tout côté, j'ai pas de temps. Puis elle me dit, pourquoi tu fais tout ça? Puis je dis, j'aime ça. Elle me dit, oui, mais pourquoi tu aimes ça? Puis là, ça, je pense que c'est la question qui m'a le plus remis en question dans toute mon adolescence. Ah oui, hein? C'est pourquoi j'aime ça, faire autant de choses comme ça. Puis je pense que ma conclusion, ça a été que dans un monde rempli de problèmes puis d'injustices, c'est difficile d'avoir le contrôle sur des situations où on peut avoir un réel impact. Puis ça a été un peu ma façon de remédier à ça. Ça a été ma façon d'avoir un contrôle sur le monde autour de moi. C'est là que j'ai vraiment l'impression que j'ai un impact positif puis que je trouve des solutions au lieu de trouver des problèmes puis de les laisser aux autres à gérer. Je trouve des problèmes puis j'ai vraiment l'impression que je peux les régler avec des actions concrètes que je fais. Puis juste ça, pour moi, c'est suffisant. Je pense que pour s'accomplir dans la vie, il ne faut pas nécessairement changer le monde. Il ne faut pas avoir une statue à notre effigie. On n'a pas besoin de gagner un prix Nobel. Il faut juste être fier de ce qu'on accomplit, peu importe ce qu'on accomplit. Moi, je suis extrêmement fier de ce que j'accomplis, donc je continue dans cette lancée-là. Être si sage à un si jeune âge. Mais écoute, je suis très, très honorée de passer en entrevue aujourd'hui parce que tu sais qu'il y a 35 ans, j'ai plongé avec ton papa, donc Jean-Charles, qu'on salue. Et qui aurait cru que 35 ans plus tard, je me retrouverais en studio à RDS pour faire un Facebook Live avec son jeune enfant, son jeune adulte, son jeune homme en devenir, qui va devenir docteur, médecin et qui s'implique et qui fait une réelle différence. Alors, bravo. Merci au nom de tous ceux qui vont bénéficier de ton implication communautaire. Merci à toi. Merci. On poursuit les bourses de recrutement universitaire en basketball avec Rachel Clouâtre-Trudeau, qui est en maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval, Sydney Gauthier en finance de l'Université McGill et Léa-Sophie Verret, ancienne de Sainte-Foy, maintenant à l'Université Laval en kinésiologie. Toujours en basketball, en marketing de l'Université Concordia, Olivier Cadieux, Félix-Antoine Gartin en enseignement de l'anglais langue seconde, également de Concordia, et Tyrell Williams en certificat arts et sciences, également de Concordia.
C'est un plaisir d'accueillir la directrice générale de la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec, Mme Patricia Demers. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Comment est-ce que tu es fière de chaque cohorte qui se présente année après année à la Fondation d'athlètes d'excellence? Bien, on ne peut pas être plus fier parce que, comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, on honore une cohorte, mais on est rendu à la 4e cohorte universitaire. Et donc, cette année, on va donner plus de 300 000 à des athlètes qui évoluent dans le réseau du RSEQ collégial universitaire. Alors, on est très, très fiers de ça. On espère que c'est un petit coup de pouce supplémentaire au niveau du recrutement. Puis, on en a la confirmation quand on voit justement là, des athlètes performer comme Zoé et les autres. Absolument. La pandémie a été évidemment difficile pour tout le monde. Quelles leçons à la Fondation est-ce que vous avez tirées de cette dernière année difficile? En fait, à la Fondation, même avant la pandémie, on avait toujours favorisé une approche personnalisée auprès des boursiers en favorisant le développement global de la personne et non simplement l'aspect sportif. Et je dirais que la pandémie a confirmé que c'était la voie à suivre. Avec tout ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que la santé mentale était fragile, que l'équilibre était fragile et que c'était un focus important. Les athlètes ne pouvaient pas performer sans cet aspect-là. Et donc, pour nous, ça nous confirme qu'on veut continuer à aller dans ce sens-là. On veut continuer à offrir des services d'accompagnement pour que les athlètes s'épanouissent globalement, autant au niveau sportif, académique, que dans leur vie personnelle. Oui, parce que là, maintenant aussi, vous faites la transition après carrière, ce qui est quand même assez exceptionnel pour une fondation qui encourage les étudiants athlètes, mais vous le faites même après la carrière des athlètes. Tout à fait. C'est un moment dans leur vie où il y a un moment où l'identité est fragile. Ouais. Est-ce que je suis encore la joueuse de basket? Est-ce que je suis encore le joueur de foot? Je suis qui, moi, Mathieu Proulx? Alors, on les accompagne dans ce processus-là, de un, en les préparant bien pour le marché du travail, et de deux, de s'habituer à cette nouvelle réalité, puis de s'ouvrir des horizons et des intérêts sur d'autres choses. Ouais, mais bravo pour ça, parce que c'est vrai que c'est excessivement difficile. Les gens ne le reconnaissent pas, parce que quand on les perd de vue, ces athlètes, bien, tous les gens, on n'en parle plus, mais pour eux, c'est souvent très difficile, un des moments les plus difficiles de leur vie. Alors, des chapeautés puis des épaules à travers ça, c'est vraiment cool. Là, on a repris, on a vu beaucoup de sport, presque toutes les ligues reprendre. Oui. Qu'en est-il de la santé du réseau du sport au Québec? Bien, le RSEQ se démarque très, très bien dans plusieurs sports sur la scène nationale, tire bien son épingle du jeu. Par contre, dans certains sports où on a un petit peu plus de difficultés, moi, je pense que le RSEQ a besoin de se mobiliser pour démontrer pourquoi c'est une destination de choix pour les étudiants athlètes, comparativement, exemple, aux États-Unis ou même ailleurs au Canada. Pourquoi le RSEQ est une destination de choix de par le calibre des entraîneurs, de par les programmes académiques qui sont exceptionnels, de par le focus sur la personne et non pas simplement sur l'athlète. Ce sont toutes des choses importantes à savoir que les jeunes doivent savoir et je pense que le RSEQ doit faire un travail de mobilisation en ce sens-là. Puis ensuite, les universités et les collèges pourront se chicaner entre eux pour savoir qui aura les meilleurs athlètes. Mais au départ, il y a un exercice à faire ensemble pour vraiment faire rayonner le réseau. Oui, cette collaboration-là essentielle là, pour faire rayonner le sport au Québec, qui est en santé quand même, puis on produit des meilleurs athlètes au Canada chaque année dans tous les sports. En tout cas, plusieurs. On va le dire, on ne dira pas fort, là, mais on le sait, tout le monde ici. Bon, l'année, donc, 2022 arrive. Là, on sort un peu de toute cette période plus difficile. C'est quoi vos objectifs pour la prochaine année? Bien, on continue les remises de bourses dans tout le sport. Ce soir, c'est le sport universitaire et collégial. On va continuer avec le sport olympique et paralympique pendant toute l'année. On a également deux événements de levée de fonds qui nous permettent d'aller chercher d'autres sous supplémentaires. On a une cabane à sucre urbaine avec Laurent Duvernay-Tardif, que tu connais très bien, qui va se passer au mois d'avril. Puis on a toujours notre défi 808 Bonneville, qui est un événement cycliste à Tremblant au mois de septembre. Tous ces événements-là sont là vraiment pour lever des fonds, pour donner de plus en plus de bourses et pouvoir donner des services d'accompagnement au plus grand nombre possible d'étudiants athlètes. Alors, on continue dans ce sens-là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Patricia. Félicitations pour cette approche, je le souligne, globale pour les jeunes. Et c'est surtout ça, c'est des parents qui nous écoutent. Ce ne sont pas juste des athlètes, mais on prend soin de l'ensemble. Puis l'athlète, étudiant-athlète, dans son ensemble à travers son parcours. Puis ça, c'est vraiment fabuleux de votre part. Alors, merci. Félicitations, puis bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà ce qui termine cette présentation bien spéciale. Donc, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter ce que vous venez de voir et pour nous aider à faire rayonner non seulement le sport étudiant et collégial et universitaire, mais aussi la Fondation de l'athlète d'excellence qui a à cœur depuis plus de 3 décennies le parcours académique, sportif et professionnel des étudiantes et étudiants athlètes de chez nous. Merci beaucoup, Annie, de m'avoir permis de co-animer avec toi et le temps de féliciter les recrues qui ont été reconnues aujourd'hui. Et on vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes saisons sportives. Bonne saison!